Je suis heureuse d'accueillir maintenant Armand Payette. Armand, bonjour, vous êtes senior manager chez EY en charge du secteur public, du développement durable et transition des territoires. Bienvenue. Je crois que vous êtes au pupitre. Vous allez nous parler du rôle des communes face à l'urgence climatique. Alors, on vient d'en parler, on va continuer, heureusement. Je crois que ça marche, oui. Quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y a urgence à agir? Alors, on parle de l'urgence climatique, mais à quel point est-ce que c'est urgent? Quelles sont les actions possibles? Comment est-ce que concrètement on peut s'organiser? Et je peux dire que vous êtes très agile puisque vous avez accepté de parler aussi pour Stéphane Manoukian qui malheureusement est cas Covid. Cas contact, Cas effectivement, contact, et donc pardon, oui. qui souhaitait ne pas vouloir contaminer tout le monde cet après-midi. Je suis très heureux d'être présent avec vous pour ce temps d'échange. Alors, je vais commencer mon propos en rebondissant sur ce que Gaël disait à l'instant. Il a utilisé deux termes. Il a dit les jeunes sont inquiets et il a fini son propos sur le caractère anxiogène. Je ne vais pas couper à la règle. C'est vrai que quand on parle d'urgence climatique, on a tendance à tenir des propos qui sont au choix anxiogènes, pessimistes, inquiétants, mais effectivement, pour rebondir sur la question, on peut considérer qu'il y a urgence à agir. Et pour illustrer mon propos, je vais paraphraser Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui en février de cette année, donc il y a un temps relativement court, disait quelque chose qui est largement partagé par la communauté scientifique et qui indique bien quel est l'état de la connaissance aujourd'hui sur ce sujet, donc qui consistait à dire « perdre du temps, c'est périr ». Vous avez beaucoup de statistiques qui existent sur la question, vous avez aussi des modèles. Il y en a un en particulier qui a une vertu pédagogique qui est intéressante, qui permet de faire prendre conscience de la nécessité d'agir, qui est celui des limites planétaires, qui en gros vise à décrire quels sont 9 champs qui interagissent les uns avec les autres et au sein desquels, si les limites sont franchies, on aboutit à un système planétaire qui aboutit à la multiplication des catastrophes cataclysmiques de façon répétitive, non prédictible et avec évidemment des incidences qui sont majeures. L'idée dans mon propos là, ce n'est pas d'entrer dans le détail de tous ces modèles et de toutes ces statistiques, simplement d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut mesurer, il y a des choses qu'on peut percevoir très directement avec l'ensemble des événements climatiques qu'on a connus cet été, par exemple, avec l'automne très clément qu'on peut avoir encore aujourd'hui, mais aussi des choses qui sont scientifiquement démontrées, qui sont de plus en plus partagées. Quand je parlais des 9 limites planétaires, eh bien, elles visent à mesurer l'utilisation des ressources en eau, la capacité que nous avons à continuer d'émettre des dioxydes de carbone dans l'atmosphère, les aérosols qu'on produit, la disparition progressive de la biodiversité. Bref, ces 9 limites planétaires, aujourd'hui, 6 ont été franchies. Et pour certaines d'entre elles, avec un niveau de réversibilité qui n'existe pas. Autrement dit, on est sur des choses qui sont parfois irréversibles. Les 3 qui restent, il y en a une pour lesquelles les scientifiques disent aujourd'hui, on n'a pas d'agrégat qui existe, qui nous permet de le mesurer, mais on sait que les niveaux de vigilance doivent être extrêmement importants là-dessus. Ça concerne notamment les aérosols dans l'atmosphère. Il y en a 2 qu'on n'a pas encore franchis, mais qu'on risque de franchir très prochainement, notamment sur la concentration d'azote dans la stratosphère et sur l'acidification des océans. Donc, est-ce qu'il y a urgence à agir? Oui. On a d'autres éléments. Là, on est dans une approche prospective. On a d'autres éléments rétrospectifs qui nous font dire qu'il y a effectivement un climat qui a de quoi nous inquiéter, entre guillemets. Premièrement, on n'a jamais émis autant de dioxyde de carbone depuis le début du XXe siècle qu'au cours des 22 000 dernières années. 22 000 ans, c'est la dernière période glaciaire. Depuis les années 80, on a une augmentation systématique et de plus en plus forte des températures par tranche de 10 ans. Et tout ceci conduit à ce que, si rien n'est fait,
D'ici 2050, puis d'ici 2100, les températures vont augmenter sensiblement, probablement à plus de 5 degrés à l'horizon 2100, qui conduira évidemment à ce que nous vivions dans une, alors pardon d'utiliser le terme un peu agressif, mais je le fais à dessein, dans une forme d'enfer avec multiplication des cataclysmes et puis des dangers extrêmement forts pour toutes les populations qui vont de ceux qui verront leur habitat disparaître sous le feu, sous les feux, sous l'augmentation des niveaux de la mer, parce qu'ils vivent sur des territoires insulaires, des migrations de population extrêmement importantes, mais aussi chez nous, pour parler plus local, la densification des îlots de chaleur, l'augmentation des crues, des précipitations plus rares, mais quand elles se produisent, beaucoup plus violentes, des mécanismes de catastrophes liées à ce qui a été cité tout à l'heure également, à des cyclones plus nombreux pour ceux qui habitent en Outre-mer, à des épisodes pluvieux plus intenses pour ceux qui habitent en France métropolitaine, bref, des incidences qui sont évidemment très nombreuses et qui nous concernent tous. Alors, une fois qu'on a dressé ce portrait extrêmement inquiétant, la question qu'on doit se poser, qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Le vice-président à la région tout à l'heure a bien fait de rappeler qu'il y a deux approches. Premièrement, les politiques d'atténuation et puis ensuite les politiques d'adaptation. Atténuer parce que de toute façon, quoi qu'on fasse dès aujourd'hui, tout ce qu'on a produit comme activité jusqu'à présent a généré dans tous les cas des émissions de gaz à effet de serre qui conduiront à une augmentation de la température globale. Donc la question, c'est de voir comment est-ce qu'on s'organise pour atténuer les effets de l'augmentation de la température et donc de contenir cette augmentation à moyen et long terme. Deuxièmement, la politique d'adaptation à travers notamment en France, qu'on appelle le PNACC, Plan national d'adaptation au changement climatique. C'est comment est-ce que ces deux sujets étant très liés l'un et l'autre et interdépendants, comment est-ce qu'on adapte nos modes de consommation, nos modes de vie aujourd'hui pour pouvoir vivre dans des conditions à peu près acceptables aujourd'hui et demain. Ces différents sujets passent notamment en France par, sans entrer là encore dans tous les schémas qui peuvent exister aux échelles nationales et internationales et nationales, en particulier par la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui va être révisée l'année prochaine et qui fixe d'abord les objectifs quantitatifs que la France se propose d'atteindre dans un horizon de temps qui est court, moyen et long terme. En prenant un constat, premièrement, que depuis 1990, quand on mesure les émissions de gaz à effet de serre produites en 2018, on a réussi à réduire de 18,5% ces éléments. Un pas qui a été franchi. La stratégie, c'est de se dire que pour réussir à faire atténuation-adaptation, il faut se fixer comme objectif d'ici 2030 d'avoir réduit par rapport à 1990 de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour 2050, d'atteindre la neutralité carbone. Ce qui veut dire qu'en 2050, on ne sera pas dans une situation où on va arrêter de faire des émissions de gaz à effet de serre, mais on aura réussi à atteindre un niveau bas de production de gaz à effet de serre et en même temps des mécanismes de séquestration du carbone, des puits carbone qui vont permettre donc de compenser les émissions qu'on aura produites. Cette SNBC, elle passe évidemment par un certain nombre d'initiatives qui sont prises à l'échelle nationale pour produire de l'énergie plus verte, moins carbonée, pour consommer moins d'énergie, pour limiter les émissions des autres secteurs que ceux qui sont énergétiques, et également pour organiser la construction sur le territoire, l'apparition sur le territoire de puits carbone qui viendront atténuer les émissions qui continueront d'être produites d'ici 2050. Cette SNBC, elle passe aussi bien entendu par les changements comportementaux des individus, des uns et des autres, des organismes privés aussi, cela va de soi. Elle passe aussi, et j'ai envie de dire surtout, par l'action des collectivités locales, toutes strates confondues, régions, départements, blocs communal, donc communes et EPCI. Pour une raison qui est finalement relativement simple. C'est que tous les champs de prospection qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure et qu'on va probablement continuer d'évoquer cet après-midi sont d'une façon ou d'une autre sous maîtrise d'ouvrage des collectivités locales. Je vais prendre 5 exemples sans trop m'appesantir à chaque fois sur le sujet pour respecter le temps, parce que je sais qu'on a des contraintes de temps qui sont importantes. 5 sujets
Par exemple, la mobilité. Évidemment, les collectivités ont un rôle majeur à jouer sur la question pour les schémas de mobilité douce, pour l'accompagnement de l'organisation des transports en commun sur le territoire. Quand ce n'est pas la commune, c'est le PCI, et quand ce n'est pas le PCI pardon, c'est la région qui est en charge, pour l'encouragement à l'utilisation de voitures qui ne soient pas thermiques, avec toutes les questions qu'on sait et toutes les limites qu'on sait sur les modèles de voitures électriques. Bref, toutes ces réflexions sont aujourd'hui à la main, de façon directe ou indirecte, des collectivités. Deuxième exemple, sur le patrimoine. Parce que les transports, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Deuxième champ de prospection, c'est l'habitat et le patrimoine. Les collectivités locales ont leur propre patrimoine immobilier, bien entendu, et je crois que la crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui a conduit, si ça n'était pas déjà anticipé, a conduit beaucoup de collectivités à réfléchir de façon encore plus rapide sur la façon dont elles doivent gérer leur patrimoine immobilier, pour faire des plans stratégiques aussi de patrimoine afin de les rénover quand c'est nécessaire, de les adapter quand ils le peuvent. C'est leur patrimoine propre. Mais il y a évidemment le patrimoine privé. Et donc là, si la commune ou le PCI n'est pas en gestion directe, en maîtrise d'ouvrage directe, elle a un rôle de sensibilisation important qu'elle peut conduire auprès des citoyens. Et c'était ce que disait l'interlocuteur précédent. Enfin, il y a un troisième sujet qui est l'immobilier tertiaire et d'entreprise, où les EPCI et les régions ont beaucoup à dire sur ces questions pour éventuellement accompagner les entreprises dans leur propre processus de décarbonation. Troisième champ, c'est les productions d'énergie, soit en étant plus économes dans la consommation énergétique qui sont produites, pas seulement sur le plan patrimonial, mais également sur le champ de l'éclairage public, par exemple, ou de la mise en place de réseaux de chaleur. C'est une façon de décarboner, de contribuer à la décarbonation de la consommation électrique, mais également en travaillant à sensibiliser la population sur l'usage et le recours à des énergies plus vertes. Quatrième champ d'intervention, c'est toutes les gestions de ressources, que ce soit la ressource en eau. Et là, c'est un vrai sujet de difficulté parfois pour consentir les efforts nécessaires à la préservation des réseaux et à la lutte contre les fuites qu'il peut y avoir. Ce sont les réseaux d'assainissement. C'est un sujet dont on ne parle pas souvent, pas assez peut-être, dans la question des transitions écologiques et énergétiques, mais qui, parce que la recherche avance là-dessus pour les rendre plus performants, peut aboutir à ce que la chaleur fatale qui est produite grâce au réseau d'assainissement puisse être utilisée et réinjectée dans les réseaux. Et quand on parle de ressources, c'est évidemment la biodiversité, la protection des sols, l'accompagnement des agriculteurs pour accélérer des productions plus durables. C'est la mise en place des plans alimentaires territoriaux. Bref, c'est tous ces outils, évidemment, que vous connaissez et qui peuvent être accélérés ou amplifiés. Enfin, un dernier sujet pour évoquer le champ des compétences qui peuvent être mobilisées par les collectivités pour contribuer à ces efforts, c'est tout ce qui touche à l'économie, parce que là, on a en plus sur vos territoires les régions qui sont impliquées, donc acteurs majeurs du tissu économique, mais aussi les communautés de communes, communautés urbaines ou communautés d'agglomération. Et par ailleurs, on a parlé tout à l'heure des déchets, la circularité ou l'organisation de la circularisation des flux eh bien, passe aussi par une meilleure maîtrise des déchets, une meilleure sensibilisation auprès des publics. Tout ceci, tous ces champs de compétences éventuellement mobilisables par les collectivités passent par un certain nombre d'outils de planification, d'outils contractuels, que sont les SRADET, ils ont été cités tout à l'heure, le SDRIF pour la région Île-de-France, le SRCAE, donc schéma régional climat, air, énergie, aux échelles régionales. Il y a aussi des plans qui sont adoptés aux échelles départementales. Et puis, pour ce qui concerne le bloc communal, on peut notamment insister sur deux outils que sont
les CRTE, contrats de relance et de transition écologique, qui est le dernier né finalement de la contractualisation entre l'État et les collectivités, et puis les PCAET, les plans climat et énergie territoriales. PCAET, ils sont obligatoires pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants. Alors, je n'ai pas regardé la liste de tous ceux qui longent la Seine, mais je pense que la plupart des EPCI concernés sont à plus de 20 000 habitants et donc probablement, enfin en tout cas sous l'obligation de faire un PCAET. Aujourd'hui, les PCAET, ils couvrent 56% de la population française. L'OCDE considère que 90% en France, 90% de la dépense publique en faveur des actions climatiques et environnementales sont réalisées par les collectivités territoriales. Ces PCAET, c'est aujourd'hui environ 200 € de dépenses par habitant pour réussir la mise en œuvre des actions qui sont programmées. Et selon une étude qui a été publiée par l'Institut pour le climat, I4CE, le mois dernier, donc c'est très récent, les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales pour contribuer aux efforts de transition dans les transports, dans l'habitat et dans la production d'énergie décarbonée, c'est environ 5,5 milliards d'euros sur l'année 2021. Donc, les collectivités sont des acteurs incontournables. Et les PCAET et les CRTE sont des mécaniques qui sont redoutables. Parce que d'abord, elles permettent de planifier la stratégie territoriale, de mettre tout le monde autour de la table. Deuxièmement, elles permettent d'embarquer l'écosystème. Et là, je rebondis aussi sur ce qui avait été dit précédemment. Embarquer l'écosystème, ça veut dire associer tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à la vie du territoire, les CCI, les CMA, les acteurs économiques, les partenaires des collectivités à l'échelle régionale et nationale, mais c'est aussi les habitants. Et les PCAET sont, comme les CRTE d'ailleurs, sont l'occasion de faire en sorte que les habitants prennent conscience aussi des difficultés qui sont devant nous et donc des actions qu'il faut entreprendre. Troisièmement, et c'est peut-être le plus difficile parce que c'est moins conceptuel que tout ce que je raconte maintenant, c'est à la fois réussir la mise en œuvre et en même temps trouver les financements. Et ça, c'est extrêmement complexe. Je pense que les élus ou les agents là, qui sont présents aujourd'hui, connectés ou en présentiel, ils savent bien qu'il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'on veut faire, mais il faut savoir aussi comment faire. Comment est-ce que je mets en œuvre mon réseau de chaleur urbaine? Comment est-ce que je redéfinis mon schéma d'électricité ou je refais mon éclairage public? Et puis, quand je sais quel schéma de gouvernance je prends, quel mode de financement j'entreprends, avec qui et quel opérateur je vais l'organiser, qui sera le prestataire qui réalisera. La dernière question, c'est comment est-ce que je finance tout ça et comment est-ce que je ne me perds pas dans le maelstrom de tous les dispositifs qui peuvent exister aux échelles régionales ou nationales. Et pourtant, répondre à ces questions, c'est vital. Parce que je le disais, selon l'OCDE, 90% de la dépense publique en faveur de l'environnement est réalisée par les collectivités territoriales. Le même I4CE, Institut pour le climat, dans la note qui a été publiée le mois dernier, dit quels sont les investissements que les collectivités plus spécifiquement doivent faire. Et je redonne quelques ordres de grandeur. Les dépenses de fonctionnement des collectivités en 2021, c'est 200 milliards d'euros. Les dépenses d'investissement des collectivités en 2021, c'est 67 milliards d'euros. Les dépenses sur le transport, le logement et les énergies, en 2021, dans ces 67 milliards, c'est 5,5 milliards. Pour réussir les objectifs de la SNBC, qui sera révisée l'année prochaine et qui sera peut-être plus exigeante encore, je n'en sais rien, pour réussir les objectifs de la SNBC, il faut que les collectivités doublent le volume d'investissement sur ces trois champs que je viens de citer pour atteindre 12 milliards d'euros par an chaque année de 2021 à 2030. Donc, la marche à franchir, elle est extrêmement importante. C'est x3 sur les... c'est un investissement qui doit être multiplié par 3 sur les schémas cyclables, multiplié par 2 dans les transports en commun, multiplié par 3, je crois,
sur les IRVE, donc les installations de recharge pour les véhicules électriques. Bref, les investissements à conduire sont importants. Et ce n'est pas tout, parce que non seulement il faut investir pour réussir ces travaux et atténuer, adapter pour revenir sur cette ancienne, mais il faut aussi organiser tout ça. Et selon le même institut, les dépenses de fonctionnement supplémentaires pour les collectivités pour réussir à franchir cette marche ne sont pas nulles. Que ce soit en recrutement ou en conseil, en ingénierie, comme on dit, les besoins sont évalués à 1,5 milliard d'euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires. 1,5 milliard d'euros qu'il faut comparer à 201 milliards d'euros en 2021. Donc, on n'est pas sur une augmentation substantielle. C'est vrai que quand on parle de milliards, on a l'impression que ça fait vite des choses qui sont insurmontables. Ça n'est pas insurmontable, mais ça représente des dépenses supplémentaires. 1,5 milliard d'euros de dépenses supplémentaires de fonctionnement par rapport aux 201 milliards d'euros d'aujourd'hui, qui comprennent 200 millions d'euros selon cette étude pour piloter et organiser la stratégie territoriale, 550 millions d'euros pour accompagner la collectivité dans sa maîtrise d'ouvrage sur les actions qu'elle a en direct. Donc, refaire son patrimoine bâti, par exemple, ça suppose qu'elle ait en son sein des ressources qui soient bien positionnées, qui sachent l'accompagner pour définir son PS, son plan stratégique de patrimoine, par quel bâtiment doit commencer, jusqu'où, etc., etc. Quelles normes je dois prendre, etc. Et enfin, 800 millions d'euros pour accompagner, pour que les collectivités puissent elles-mêmes accompagner leur écosystème. Ce qui explique donc ce 1,5 milliard d'euros supplémentaire qui est proposé. Et donc, pour aller un peu plus loin dans mon propos et ensuite laisser la place aux questions avec vous, tout ceci suppose bien entendu de pouvoir trouver les moyens, entre guillemets, d'y arriver. Parce que, je l'ai dit, 12 milliards d'euros par an d'investissement supplémentaire et 1,5 milliard d'euros par an de dépenses de fonctionnement supplémentaires, ça ne va pas de soi. Il faut en trouver les moyens. Et vous avez la possibilité de recourir à ce que vous proposent notamment les opérateurs de l'État et les régions, c'est-à-dire des moyens d'accompagnement. Je vais donner deux illustrations. L'ANCT, l'ADEME, la Banque des territoires d'une part, les régions d'autre part, mettent à disposition des collectivités des financements d'études ou des financements de mise en œuvre pour réussir tous ces sujets-là. Je termine en donnant 2 ou 3 exemples. J'ai, dans le cadre de mon travail, accompagné une commune toute petite, une commune touristique, donc petite l'été et grosse l'hiver, une commune qui est située en zone montagneuse. Dans le cadre de son projet de territoire, elle avait vocation à faire un certain nombre d'investissements dans les routes, ça c'est classique, et vous y êtes habitués, dans un certain nombre de ces réseaux, d'éclairage public notamment, vous avez l'habitude aussi, et de réorganisation spatiale de ces offres de services publics. Et ça, je pense que vous êtes aussi nombreux à y être confrontés. Et il se trouve que dans le cadre de ce projet-là, il y a 2 réflexions. C'est comment est-ce qu'on organise cette réorganisation spatiale, et puis après 2, comment on finance. En particulier, il y a 2 bâtiments sportifs qui étaient éloignés l'un de l'autre, très consommateurs, très énergivores, et qu'il s'agissait de rassembler dans un nouvel espace beaucoup plus fonctionnel, puis surtout beaucoup moins énergivore. Notre accompagnement était de dire, bon, le plan très bien, mais comment est-ce que vous le financez ? D'identifier des sources de financement départementales, on ne va pas chercher très loin, auprès desquelles la commune pouvait se positionner. Et ça n'est pas neutre parce qu'en fait, le département en question avait lancé un appel à projet. Et comme souvent, les appels à projets, si on ne les voit pas passer, on les loupe par définition, ou alors on trouve qu'on n'a pas le temps de les faire. Or, cet appel à projet, il se trouve que la commune, pour son projet, elle était éligible. Donc, elle a failli passer à côté de 2 fois 200 000 euros de subvention pour ces projets. Deuxième exemple, les fonds européens, là aussi, pour une petite commune, c'est vrai que trouver les moyens d'organiser toutes les démarches qui vous permettent de justifier de votre projet, de justifier des économies que vous en faites, pas seulement sur le plan financier du moins, mais aussi sur le plan
les impacts socio-économiques de ce projet, des consommations énergétiques et des bienfaits pour l'environnement, toutes les justifications administratives qu'il faut produire pour être convaincant auprès de l'Union européenne, bien souvent effraient des collectivités pour y parvenir. Eh bien, on accompagne aujourd'hui cette commune pour pouvoir répondre à des appels à projets qui sont des appels à projets européens. Et les fonds FEDER, FEADER, FSE, LEADER, vous les connaissez tous par cœur, peuvent paraître inaccessibles, mais en réalité, comment dire, les financements ne devraient pas être un sujet de préoccupation pour les collectivités. La Première ministre a annoncé il y a quelques jours maintenant le 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour accompagner les collectivités dans leurs projets. Les fonds européens en la matière sont nombreux. Donc ensuite, il y a toute la question de comment est-ce qu'on réussit à mettre en musique tous les acteurs pour que ces fonds puissent être mis à votre disposition dans le cadre des projets que vous portez. Merci beaucoup Armand pour cette présentation très claire. Est-ce qu'il y a des questions très concrètes? Je vous laisse. Merci. En fait, c'est plutôt une observation en réaction aux deux interventions précédentes. Donc, Baptiste Blanchard, je suis directeur général de Seine-Grand Lac. Et au passage, j'excuse l'absence de Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris et président également de Seine-Grand Lac, qui n'a pas pu venir ici aujourd'hui. En fait, Seine-Grand Lac est connu, lorsqu'il est connu comme étant un gestionnaire d'ouvrages hydrauliques de grands barrages qui permettent de décréter le débit de la Seine et de la Marne l'hiver et puis de soutenir ce débit-là l'été. Mais à côté de ça, nous sommes depuis une dizaine d'années établissement public territorial de bassin. Et à ce titre-là, en fait, on a la responsabilité d'animer, de coordonner des démarches qu'on appelle des PAPI, des programmes d'action de prévention des inondations, qui sont des démarches où on réunit tout le monde, tous les acteurs concernés, essentiellement des collectivités, pour lutter contre les inondations. Et on monte en gros un dossier qui nous permet d'obtenir des financements, en particulier du fonds Barnier, qui est un fonds de l'État qui est prélevé sur les cotisations des assurances pour les catastrophes naturelles. Dans ce cadre-là, nous avons porté entre 2014 et 2020 un premier programme sur la Seine-et-Marne francilienne et nous avons soumis à consultation du public un second programme entre 2023 et 2029 qui devrait être soumis à l'instruction l'année prochaine. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que dans ce programme-là, nous avons développé un outil en matière de mobilisation citoyenne, de mobilisation des citoyens, des entreprises et des collectivités. Cet outil-là, il permet de répondre partiellement à l'interpellation de Gaël Musquet tout à l'heure. C'est un outil qui s'appelle Epicène. Vous trouverez, si vous tapez epicène.fr, vous le trouverez en ligne. En fait, c'est une sorte de kit qu'on met à disposition des citoyens des collectivités qui permet, en fait, suivant la cible, à chacun de trouver des informations sur qu'est-ce que c'est qu'une crue de la Seine et de la Marne, comment se comporter face à ce phénomène-là, comment agir. C'est un site qui permet aussi, une démarche qui permet aussi à quelqu'un simplement de s'informer, mais s'il veut aller plus loin, il peut tester ses connaissances, il peut aller jusqu'à se former. Et on propose également des formations par Internet ou en présentiel, que ce soit à la fois des formations un peu professionnalisantes pour la préparation à la crise de certaines collectivités, ou pour simplement nos concitoyens pour qu'ils deviennent relais sur les bons réflexes à adopter dans ce cadre. Donc, je vous invite à utiliser ce site-là. Bon complément, en effet, par rapport à ce que disait Gaël tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question pour Armand? J'avais peut-être, Armand, une question d'ordre juridique, enfin, peut-être pas juridique, justement. Quel est le risque pour un maire, un responsable de collectivité territoriale, s'il ne fait rien, s'il ne s'occupe pas de ce risque, cette urgence climatique? Est-ce qu'il y a un risque juridique? Est-ce que c'est un risque réputationnel? Est-ce que c'est un risque d'attractivité? Pour vous, est-ce qu'on peut attendre et ne rien faire? Est-ce qu'il y a un risque juridique? Enfin, on est dans une société qui est de plus en plus judiciarisée. La gestion de la crise Covid et la procédure qui s'ensuit, qui a été médiatisée ces dernières semaines, conduit à se poser inévitablement la question. La difficulté, c'est de se dire, est-ce que ce sera à cause de l'action d'un tel ou d'un tel ou de l'inaction d'un tel ou d'un tel que les événements se seraient produits?
Je pense que le risque de tout... Et en plus, par ailleurs, je devrais préciser que le PCAET aujourd'hui, par exemple, qui est le document qui vous concerne le plus directement, puisqu'il s'établit à l'échelle du bloc communal, il n'a pas, malheureusement, heureusement, la question se pose, mais en tout cas, il n'a pas de valeur contraignante. C'est-à-dire qu'il peut être ajusté, il peut être adapté. Et d'ailleurs, les élus locaux, et vous êtes les mieux placés pour le savoir, quand ils doivent gérer, arbitrer entre l'urgence climatique et l'urgence du quotidien, malheureusement, le penchant naturel, c'est de traiter d'abord l'urgence du quotidien, parce que de fait, c'est là où l'action est peut-être parfois la plus immédiate et peut-être aussi la plus nécessaire. Donc, ces ajustements-là, il faut aussi les comprendre. Le risque, pour moi, mais là, c'est une opinion que je livre, il est moins juridique qu'il n'est politique. La question, c'est de savoir comment est-ce que, tout en gérant les urgences du quotidien, on est capable d'embarquer la population pour faire accepter des mesures qui ne sont pas toutes populaires. Parce que l'action, je crois qu'on a essayé de démontrer, mais vous en êtes tous convaincus, aujourd'hui, il faut agir. Et parfois, il y a des actions qui ne sont pas populaires et demain ne le seront pas, et qui ont un coût. Toute la question du signal prix autour des transports, des modalités de transport carbonés, que ce soit la voiture thermique pour les usages du quotidien ou pour les usages vacances, etc. Toutes ces questions-là, elles se posent. Il y a plein de réflexions aujourd'hui, moi je trouve ça passionnant, sur comment est-ce qu'on adresse le bon signal prix, comment est-ce qu'on fait comprendre sur le prix, par le prix, qu'il y a des comportements qui sont plus adéquats que d'autres pour respecter l'environnement, pour atténuer les effets du changement climatique. Et en même temps, et ça c'est indispensable, comment est-ce qu'on organise, là il n'y a pas de réponse aujourd'hui là-dessus, j'espère qu'elle viendra, il n'y a pas de réponse là-dessus, comment est-ce qu'on organise un mécanisme de transfert qui fasse que ceux qui sont aujourd'hui les plus démunis sont en même temps ceux qui ont par exemple besoin de la voiture pour aller travailler. Et en particulier sur les territoires ruraux, la voiture thermique pour aller travailler. Et donc, toutes les réflexions qui ont lieu aujourd'hui sur cette question de 1, il faut envoyer un signal prix plus fort sur les comportements qui ne sont pas adaptés aux politiques de transition, et 2, comment est-ce que, par ailleurs, on s'assure de l'équité dans le traitement des uns et des autres, ça sont des questions fondamentales. Deuxièmement, risque politique encore, parce que les citoyens, je crois, ont aussi compris qu'il y a urgence à agir. Pas tous de la même façon, mais tous ont vécu, soit de façon médiatique, soit directement, les effets, quelques démonstrations des effets du changement climatique cet été. Tous voient aujourd'hui que quand on vit dans un habitat énergivore, si la facture énergétique augmente, les conséquences sont importantes. Donc, il y a une nécessité d'agir. Enfin, politique toujours, parce que, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Et donc, l'élu est dans une posture qui le conduit à organiser son territoire pour le temps long et pas seulement pour l'immédiat. Je sais qu'on est tous solidaires du changement climatique là, mais j'ai demandé qu'on monte un peu le chauffage pour ceux que c'est une solidarité ukrainienne importante, mais quand même, ça devrait aller mieux tout à l'heure. Merci beaucoup Armand. Peut-être un mot de la fin. J'aime bien si on doit retenir une seule chose de votre intervention. Alors, moi j'ai commencé en tenant un propos pessimiste, parce qu'effectivement, si on n'agit pas, les catastrophes qu'on a devant nous, elles seront nombreuses, elles seront répétitives, elles seront meurtrières. Bon. Mais ce que j'essayais de démontrer, c'est qu'on n'est pas condamné à toutes ces catastrophes-là. En revanche, on est condamné à agir. Et ce que je trouve très positif là-dedans, c'est que moi, je suis convaincu, je trouve que là, je parle en tant que consultant et on travaille auprès des collectivités territoriales. Je suis à ma très modeste échelle un élu local. Et moi, je suis convaincu que les élus ont beaucoup de ressources avec leurs agents et en faisant participer leurs administrés, ont beaucoup de ressources pour se préparer à ces changements, pour organiser aussi les changements qui sont nécessaires et que donc ils y parviendront. Merci. Merci beaucoup Armand.